Bonjour et bienvenue dans ce 11e épisode de La Joie de la semaine. Et oui, si vous demandiez comment j'allais faire pour présenter le 11e épisode avec uniquement 10 doigts, mais voilà, si vous avez vu sur la vignette de l'épisode que vous venez de cliquer, je m'en suis rajouté un 11e avec l'IA. Et bien sûr, prochain épisode, je vais faire ça conventionnellement. Je vais utiliser un tableau blanc, je vais écrire 12, ça va être ça. Mais voilà, j'espère que vous avez trouvé ça minimalement un peu drôle. Bref, cette semaine, je reviens comme d'habitude à mon contenu habituel et j'apprécie d'ailleurs les gens qui me disent qu'ils m'écoutent pas nécessairement régulièrement mais qui m'écoutent de temps en temps, donc ça fait toujours plaisir à entendre. N'hésitez pas à m'écrire et me le dire quand vous me voyez à Accès ou n'importe où. Donc cette semaine, d'abord on va commencer par parler des événements qui s'en viennent bien sûr la semaine prochaine. Beaucoup d'événements encore sur l'entrepreneuriat féminin, j'adore ça, fait que je garde sur cette thématique là notamment l'entrepreneuriat féminin, un événement au camp à Québec cette semaine. Du côté également des opportunités, je vous parle du Lab Saint-Laurent parmi d'autres opportunités. Le Lab Saint-Laurent, très intéressant, des belles opportunités dans le maritime. Parmi les nouvelles que j'ai glanées au fil de ma lecture de LinkedIn et des différents médias au cours de la semaine, je vous parle de 9 bio thérapeutiques. Dans le fond, retour de la rubrique Info Bref cette semaine, donc vraiment très cool. J'adore cette rubrique, donc Patrick Pierrat fait un excellent job à faire ça. Et également, Boreal Ventures qui a annoncé un deuxième fonds et avec l'arrivée de JD Saint-Martin dans l'équipe. Et pour terminer, mon segment éditorial cette semaine, bien sûr, vous devez vous en douter, sera sur le budget du Québec. Oui, parce que c'est ce qui a occupé quand même un petit peu votre hôte cette semaine. J'étais à Québec pour le huis clos du budget et je vais vous en parler, mais de façon plus haut niveau. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous si vous êtes entrepreneur, vous bâtissez votre business, ce cher budget du Québec? Comme d'habitude, nous sommes le 20 mars. Je m'appelle Guillaume Lajoie et en direct du studio de Startup Fest à Accès, vous écoutez La Joie de la semaine, ma chronique du moment dans la tech au Québec. Et voilà, comme toujours, on commence par les 5 événements que j'ai vus dans mon calendrier qui s'en viennent la semaine prochaine. Et je vous commence encore une fois avec un rappel. Si vous avez des choses à partager, n'hésitez pas à m'écrire. Sinon, bien sûr, je répertorie les choses à gauche, à droite. Mais si vous voulez vraiment que je mette de l'avant votre initiative, écrivez-moi. Parce que j'ai pas encore découvert l'omniscience. Fait que si vous m'écrivez pas à nouvelles@lajoiedelasemaine.com, il est possible que je vois pas votre opportunité et que j'en parle pas. Mais si vous voulez bénéficier d'une plus grande visibilité, n'hésitez pas à m'écrire. Donc, la semaine prochaine, 5 événements qui s'en viennent. Commençons, comme je vous l'ai dit en intro, par l'entrepreneuriat tech au féminin, la 4e édition qui est organisée par le camp et la BDC. Il y aura une conférence d'ouverture par Vicky Joseph, donc c'est le 24 mars à l'ENAP à Québec. Si ça vous intéresse, belle opportunité là. Et toujours dans le même thème en entrepreneuriat féminin, le 24 mars toujours, mais en soirée et à Montréal, il y a l'atelier Construire et optimiser son profil professionnel, un 3e événement du programme Femmes Startup Tech par Technovation et ça a lieu dans les bureaux de A-List. Donc ça, c'est dans pas loin de la Plaza Saint-Hubert. Si ça vous intéresse, le 24 mars, vous êtes une femme en entrepreneuriat, allez là, vous êtes à Montréal, ça vaut la peine. Pour continuer, le 26 mars, 2 événements. Le premier concerne l'entrepreneur plus que... L'entrepreneur en construction, bref, PropTech Collective organise un événement avec FinTech Cadence avec Build Canada, qui est une organisation pour aider justement la croissance et la croissance par la construction de bâtiments. L'événement s'appelle Building a More Affordable Canada, Rethinking Housing and Real Estate, le 26 mars en soirée. Si ça vous intéresse et c'est un secteur qui vous parle, je vous invite à y aller. Le 26 mars, toujours, une soirée du côté de Laval. Que voulez-vous? Tech et Tonic par TerroX. Ça, c'est l'accélérateur incubateur de Laval économique qui amène des entreprises qui sont rendues à un terrain assez avancé à aller plus loin dans leur commercialisation. Il y aura un invité d'honneur, Phil Joseph, qui est de Real Ventures, qui sera là. Donc, si c'est probablement, c'est plus les gens qui sont incubés à TerroX qui vont être là, mais honnêtement, c'est pas très loin. Prenez le métro jusqu'au bout. Montmorency, sortez, prenez l'autobus ou un taxi, pas très loin. TerroX, toujours des belles soirées à Tech et Tonic. J'aimerais vraiment ça me libérer pour y aller, mais à chaque fois, les jeudis, c'est un peu plus tough. Mais toutefois, on verra. Et pour terminer la semaine, si vous n'avez pas encore entendu parler de cet événement-là, je me demande où est-ce que vous vous cachez, mais c'est Pivot 2026, organisé par le Conseil d'innovation, en collaboration avec des leaders de l'écosystème, dont le CIROD, le Québec Tech, Adric, Silon.
name it, il y en a beaucoup. Il y aura le dévoilement des résultats de la grande enquête 2026 sur l'innovation en entreprise, des tables rondes, des conversations. Ça vaut la peine d'aller voir. Il y a même un invité d'honneur, un conférencier international, Dan Bresnitz, qui sera également présent. Les billets s'envolent très vite, paraît-il. Ça coûte un peu cher, mais d'après moi, ça vaut la peine si vous êtes dans le secteur. Peut-être moins pour les entrepreneurs, mais peut-être que vous allez trouver votre compte également. Donc, le 27 mars, à accès, juste ici. Et deux petites nouvelles plus générales sur les événements pendant que j'y suis. Ce pas des événements précis, mais vous le savez, Table Ronde, j'adore ce qu'ils font. Je n'ai pas pu assister à celui d'hier avec Cathy Yam, mais je vais m'y reprendre et ça tombe bien parce que le calendrier est tout dévoilé jusqu'en juin. Donc, je vous invite à aller sur Luma, Table Ronde. Tout le calendrier y est là. Donc, vous avez énormément de choix pour les prochains mois et je vais vous en parler à chaque fois la semaine d'avant. Donc, à suivre. Et du côté de Startup Fest, parce que bien sûr, notre collaborateur pour le podcast Startup Fest, je dois en parler de façon régulière. Et ils ont annoncé 3 mentors d'expérience qui vont faire partie de la programmation cette année. René Casey, CEO de Mediloop AI, lui est basé en Californie, à Stanford. Il bâtit une grosse entreprise qui est exceptionnelle, qui a réussi finalement à rejoindre Azure sur Microsoft récemment. Mais René Casey, c'est un homegrown montréaleur, super cool type, pour vrai. Honnêtement, ça vaut la peine d'avoir une conversation avec lui. Il y a Misty Kane, Managing Director de Techstars. Bien sûr, Techstars, si vous connaissez, c'est un des plus gros accélérateurs mondiaux basés aux États-Unis, mais avec des chapitres un peu partout dans le monde, notamment à Toronto, qui va rouvrir bientôt. Il y en avait un à Montréal également, mais à voir si ça va rouvrir. Donc, Misty Kane sera là. Et Marty Weiner, je ne connais pas Marty, je n'ai pas documenté sur elle, mais founder CTO de Verify You. Donc, 3 excellents mentors qui sont annoncés. Il y en aura d'autres qui vont suivre. Et si vous êtes intéressé à en faire partie, vous pouvez bien sûr écrire à Startup Fest. Et si vous connaissez des gens qui font partie de groupes diversifiés, que ce soit des personnes de la communauté noire, même des femmes, des membres de la communauté LGBTQ, des autochtones, il y a l'initiative d'inclusion qui est toujours ouverte à des prix vraiment moins chers pour accéder des billets du Startup Fest. Regardez ça. Et voilà. Donc, n'oubliez pas, c'est en juillet. C'est toujours un événement très couru. N'attendez pas à prendre votre billet. Maintenant, du côté des initiatives annoncées dans les dernières semaines et qui valent la peine d'être mentionnées, c'est drôle parce que la semaine passée, je disais que c'était une semaine un petit peu plus tranquille. Bien, cette semaine, on s'est rattrapé. Beaucoup de choses qui ont été annoncées en fait entre vendredi dernier et aujourd'hui, en date de cet enregistrement jeudi. Donc, ça se peut encore une fois que j'en manque entre-temps. N'hésitez pas à m'écrire. Pour commencer, ce que j'ai dit en intro, notamment le Lab Saint-Laurent. Donc, c'est un organisé par 2 degrés, également en collaboration avec le Santec, puis je pense aussi avec Ocean Startup Project, si je ne me trompe pas. Défi sur les solutions intelligentes visant la résilience des actifs portuaires. Il y a 3 volets. L'inspection des infrastructures, la surveillance des actifs et la résilience climatique. On offre un terrain d'expérimentation, un encadrement et même un soutien pour obtenir du financement. Ça vaut la peine, c'est gratuit, c'est ouvert. Vous avez jusqu'au 19 avril pour déposer votre candidature. Si vous avez des solutions qui vont dans ces 3 volets-là, n'attendez pas. L'encadrement va être exceptionnel, puis ça vous permet d'avoir justement probablement accès à des genres de primo-d'adoptants avant le mot, puis également avoir du financement qui vient avec ça. Pour vrai, n'attendez pas. 4 autres opportunités. La première, dont la date arrive à très grands pas, mais je sais qu'il y a quand même des comités d'évaluation assez régulièrement, peut-être à chaque 3 mois si je ne me trompe pas. C'est Zoo, le cher incubateur accélérateur dans les technologies créatives, en ce moment est en recherche de candidature. Donc, si vous avez une innovation qui est destinée aux industries créatives ou qui est directement collée là-dessus, et également vous allez vouloir générer une propriété intellectuelle, go! Le parcours est ouvert. Vous avez même, pendant une période de 12 mois, accès aux mentors, à la méthodologie Mentoring Services qui est développée à l'MIT. Vous avez même une opportunité de pouvoir être dans les autres programmes d'accélération si vous êtes incubé chez Zoo. Pour vrai, c'est un excellent incubateur. Les gens qui l'ont fait n'en ont dit que du bien. Les gens qui travaillent là sont excellents. Ça vaut la peine. Vous avez en plus une belle localisation qui n'est pas axée, mais qui est honnêtement un très beau stade. Mais bref, vous avez même un petit bureau à accès aux besoins. Mais pour vrai, Zoo, ça vaut la peine d'appliquer avant le 25 mars. Toujours dans les programmes, il y a le Lab to Market Launch. Si vous connaissez Lab to Market, c'est une façon de pouvoir convertir les entrepreneurs scientifiques, justement, les gens qui sont issus de la recherche scientifique à devenir des entrepreneurs. Mais le volet Launch, c'est le volet
qui suit, c'est-à-dire qu'on veut chercher amener les innovateurs, les entrepreneurs à aller plus loin dans leurs compétences, puis les amener finalement à déployer puis à commercialiser. Il y a 2 volets. Il y a 3 volets, mais le volet au Québec, il y a le volet Launch qui est vraiment en français. Il y en a un volet qui est aussi dispensé par l'Université Concordia. Les gens qui sont diplômés des universités ou même qui sont en la recherche. Go, c'est un beau programme. Il y a également le volet santé nationale. Lui est ouvert jusqu'au 22 avril. Donc, Lab to Market Launch, si vous ne connaissez pas, allez-y. C'est différentes universités qui travaillent avec ça. Puis vous pouvez également contacter V1 Studio qui sont partenaires dans l'organisation de Lab to Market. Du côté de Sherbrooke, l'Expo entrepreneuriale aura lieu éventuellement, je pense, en mai, si je ne me trompe pas. Mais par contre, si vous voulez pitcher à l'Expo entrepreneuriale, c'est maintenant disponible. Vous avez même une possibilité d'obtenir 2 bourses de 2500 $ qui sont offertes par Desjardins et l'A7. C'est jusqu'au 14 avril. Tout ce que vous avez à faire, en fait, c'est sélectionner la catégorie. Il y a 3 catégories. Il y a produits et services, technologie ou sciences de la vie. Vous faites un pitch de 5 minutes. Vous le déposez. Vous avez même peut-être une formation pour travailler votre pitch si vous le voulez. Puis, go, allez-y, l'Expo entrepreneuriale. Excellente initiative du côté de Sherbrooke, donc au QG de l'entrepreneuriat. Puis même, je ne sais pas si vous avez être basé à Sherbrooke, mais dans tous les cas, c'est Sherbrooke Innovante qui organise ça. Donc, vous pouvez également leur contacter si vous avez des questions. Et dernière opportunité que je vais vous mentionner, la date butoir est quand même tard, mais c'est le 18 mai, mais attendez pas avant de préparer votre dossier. C'est Innovaire, Innov-R. La mesure du gouvernement, en fait, qui est sous le Fonds d'électrification et de changement climatique du gouvernement, ils ont des sommes pour pouvoir allouer du financement des projets de recherche collaborative pour essayer de diminuer les GES. Mais c'est un projet d'affaires, ça vaut la peine. Donc, une subvention qui est disponible. C'est des projets qui peuvent durer jusqu'à 3 ans. Donc, c'est un projet qui travaille un peu dans la recherche scientifique, mais qui travaille justement à essayer de réduire les gaz à effet de serre. Déposez votre candidature pour Innov-R, Innovaire dans le jargon. Donc voilà, c'est mes opportunités et mes événements de la semaine. Et rappel encore une fois, écrivez-moi à nouvelle@commercial-lajoie-de-la-semaine.com si vous voulez partager la vôtre. Et maintenant, du côté des nouvelles. Donc ça, c'est ce que j'ai retenu, ou en tout cas ce que j'ai lu dans la dernière semaine. Commençons bien sûr toujours par les 5 startups qui ont fait la une. La première, comme je vous l'ai dit en intro, c'est 9 Biothérapeutiques qui était dans InfoBref. InfoBref, si vous n'êtes pas déjà abonné, pour vrai, moi, c'est ma lecture tous les matins. C'est 8 rubriques de nouvelles, souvent généralement collées sur l'économie, mais souvent des fois affaires publiques, des fois plus largement. Mais c'est assez très pertinent si vous êtes dans le milieu de l'entrepreneuriat. Abonnez-vous pour recevoir tous les matins, 5 heures, votre édito, votre segment de 8 nouvelles. J'adore, bien entendu, j'écris un podcast pour essayer de résumer l'actualité et il y a InfoBref qui fait un excellent travail à le faire. Il y a également même des nouvelles rubriques avec Patrick White, avec mon Dieu, j'oublie le nom, mais en tout cas, il y a des différents segments aussi également qu'il a fait. J'adore ce que Patrick Pierre a fait. Fait que suivez InfoBref, abonnez-vous, ça vaut la peine. Mais il reprend du service avec les rubriques qu'on appelle Jeunes entreprises québécoises innovantes. Et le premier article, soutenu par l'A7, parce que c'est toujours soutenu par des partenaires commanditaires qui viennent de mettre de l'avant les entreprises qui accompagnent. Donc, merci l'A7 de contribuer à ce succès-là. Mais c'est sur 9 Biothérapeutiques, une compagnie qui a développé un logiciel pour développer des thérapies contre le cancer en modélisant en 3D les types de protéines qui sont présentes dans le corps humain puis faciliter finalement la thérapie ou le traitement. Donc, à lire dans InfoBref, abonnez-vous et ça revient à toutes les semaines. Donc, c'est une bonne façon de découvrir de nouvelles entreprises que vous ne connaissez pas. Bien, je vais quand même les mettre de l'avant, mais je vous invite à vous abonner quand même à InfoBref. Deuxième nouvelle de start-up qui m'a intéressé cette semaine, c'est Fling. Fling, c'est drôle parce qu'en Noël passé, j'étais vraiment intéressé à acheter leur cure-dents. En fait, c'est une compagnie qui fait des cure-dents à saveurs. Donc, 5 saveurs, explosion de cannelle, frison, cola, menthe, pêche, melon. Puis c'est une bonne... En fait, l'idée derrière Fling, c'est justement d'avoir comme un cure-dent plutôt qu'une autre chose qui pourrait être plus négative pour la santé, comme une vapoteuse ou une cigarette. Fait que le fondateur de la compagnie voulait justement essayer de faire en sorte qu'on ait cherché d'autres habitudes. On se met quelque chose dans la bouche, mais que ça soit pas négatif tant que ça. En tout cas, ça doit pas être négatif du tout, là, un cure-dent aromatisé. Donc, c'est une belle idée. Pour vrai, c'est accessible en ligne. Vous pouvez commander vos cure-dents aromatisés, vous pouvez le tester. Vous pouvez à la limite même l'utiliser comme pour des entrées. Écoute, be my guest. C'est également disponible dans certains commerces à Québec, dans la région
et dans la Mauricie. Et c'était le PME Inspiration de la semaine dans la presse. Donc, encore une fois, une autre rubrique qui m'intéresse beaucoup, que je suis à chaque semaine et qui me permet de découvrir de nouvelles startups et que je vous partage ici dans ce podcast si vous n'avez pas eu l'occasion de lire le journal. Donc, Feeling, que j'ai voulu acheter leurs produits, mais qui n'étaient pas disponibles à Montréal. Donc, j'en ai pas commandé en ligne. Voilà. Encore Bien Ontario, troisième nouvelle, Encore Bien Ontario était dans un reportage de Radio-Canada, vraiment cool. Cette compagnie-là, moi, ça fait longtemps que je la regarde. Ils ont fait la base, ils ont fait Esplanade, ils ont fait 2 degrés, ils ont été accompagnés, ils sont rendus un petit peu avancés dans leur truc. Vraiment, ils produisent. Ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils utilisent les rebuts de café, dont le marc de café, mais également aussi la drèche dans les microbrasseries, pour faire des sous-verts, des éléments de tous les jours. Et aussi, notamment, une de leurs pratiques, puis c'est expliqué dans la vidéo, ils font des médailles pour les courses, les marathons, tout ça. Plutôt que faire des médailles en métal, mais ils font des médailles en produits recyclés. C'est excellent. C'est le genre d'initiative qu'on a besoin si on veut utiliser justement ce qui est remis au rebut, mais qui est capable de faire des choses matérielles. Donc, Encore Biomatériaux, allez écouter le reportage, c'est vraiment cool. Donc, shout-out Alexandre Savard, Nicolas Jourdain-Gassin. Vous faites une belle job. Puis bien sûr, vous avez bénéficié de l'accompagnement de l'écosystème, donc il faut vraiment saluer ça. Parlant d'organisations qui ont obtenu également du soutien de l'écosystème, dans les affaires, un contenu commandité encore une fois, mais je trouve ça intéressant quand même qu'on mette de l'avant des entreprises dans ce genre de contenu-là, surtout quand c'est l'ETS qui le fait. Donc, ce contenu commandité par l'ETS qui met de l'avant 2 innovations qui ont été développées par l'École de génie. Donc, Soleno, qui est spécialisé dans la fabrication de tuyaux de drainage pour les terres agricoles, qui est quand même rendu une certaine hauteur. Là. C'est une belle PME, Soleno. Il y a également Oula One, qui est un petit peu plus une start-up, qui, elle, fabrique des technologies spécialisées dans le traitement des eaux. Donc, on a mis ces 2 entreprises-là de l'avant dans l'article des affaires, que je vous invite à lire. Puis regardez bien sûr votre dernière parution des affaires. Il y a un gros volet sur le reprenariat. J'en parlerai justement dans les prochains articles, notamment parce que c'est Optionality, qui est mon dernière startup de la semaine. Je vous en ai parlé justement la semaine dernière, encore une fois. Pas que j'ai un crush sur eux, mais c'est juste qu'ils ont fait Google for Startups. Puis littéralement le vendredi, donc le matin même, mais j'avais déjà enregistré mon podcast. Donc, ils ont fait également une belle chronique. Ils ont obtenu une belle chronique dans la presse par Jean-Philippe Descaries, qui, si vous ne connaissez pas, il fait des chroniques quand même pas si souvent, peut-être une fois par 2 semaines, une fois par mois. C'est souvent comme des grandes entrevues, des entrevues de fond sur une entreprise ou un secteur qui est en grande croissance, qui avance très bien. Donc, obtenir une chronique avec Jean-Philippe, honnêtement, c'est comme un bon gage de qualité. Mais également, c'est une très bonne pertinence pour la clientèle qui lit la presse. Bien entendu, c'est quand vous faites des relations de presse, puis là, je fais une petite aparté relationniste, mais dites-vous que si vous voulez obtenir une visibilité dans la presse, dans le Globe and Mail, qui sont des médias qui sont plus consultés par les, on va se le dire, 45, 50 ans et plus, bien que je le lis, mais moi, je suis un peu un mouton noir de ma génération. On n'est plus beaucoup à mon âge à lire la presse, mais bref, dites-moi le contraire si c'est pas le cas. Là. Mais c'est que, bien sûr, c'est que votre clientèle cible, elle a 50 ans et plus. Fait que ça vaut la peine, des fois, d'aller, obtenir la presse pour dire à votre mère que vous êtes dans la presse, mais que c'est pas votre clientèle cible ou que c'est pas des investisseurs que vous allez chercher, ça vaut pas grand-chose. Mais si c'est vraiment des investisseurs ou des clients que vous voulez chercher qui ont 50 ans et plus, bien, ça vaut la peine d'aller dans la presse, dans les médias qui sont plus traditionnels parce qu'ils sont bien lus par plus ce type de clientèle et ce type de population au Québec. Bref, aparté, bravo Optionality, excellente chronique dans la presse. Je vous invite à lire. Puis 2 levées de fonds pour terminer, toujours dans Info Bref, ils en ont parlé. Solugen, qui ont obtenu un financement de 50 millions des Dialyse Capital et du Fonds de croissance du Canada. C'est un fonds qui est géré par le fonds de pension des fonctionnaires canadiens. Ils ont développé un fertilisant biologique fabriqué à partir d'excréments de porc pour réduire le déficit de rendement de l'agriculture biologique. Donc, bravo pour votre financement. Également, Senscape AI, 700 000, dont 350 000 qui est par le Fonds Impulsion d'investissement Québec. Donc, une plateforme qui utilise l'IA pour développer des jeux vidéo. Personnellement, je trouve que c'est une bonne affaire, mais en même temps, ça met à risque beaucoup de jobs, comme on l'a vu avec Warner dans les dernières semaines. Donc, good pour Senscape, va avoir votre financement. J'espère au moins que ça va comme amener un petit peu une progression au Québec dans ce secteur-là, qui est déjà assez occupé, comme je pourrais le dire. Donc voilà, les startups de la semaine. Et pour terminer, avant de passer au bout chronique, je vais passer
au coup de main de la semaine. Et comme je l'ai dit en intro, ben c'est la première nouvelle, c'est Boreal Ventures. Le fondeur de Boreal Ventures est capitalisé à 60 millions de dollars. Donc ça, wow! Ça coïncide justement avec l'arrivée de JD Saint-Martin qui a quitté Lightspeed récemment. Et je vous invite vraiment à écouter l'épisode du balado de Ça se passe qui a été enregistré tout juste avant Noël avec JD Saint-Martin. C'est un bijou. Si vous ne suivez pas Ça se passe, vous manquez quelque chose déjà dans votre vie. Donc JD Saint-Martin a rejoint Boreal, puis ils le font pour 60 millions. Ce qu'ils veulent, c'est investir à peu près 2,5 millions dans une quinzaine de startups, principalement dans des secteurs, disons, SaaS, AI, FinTech. Fait que leur thèse se situe pas mal là. Mais également, ils ont un intérêt pour les solutions manufacturières qui ont un bon product market fit. Donc, si vous êtes vous travaillez dans ces secteurs-là, c'est quand même assez large. Cognez à la porte de Boreal Ventures, allez voir David Charbonneau, allez voir JD Saint-Martin. Pitchez-leur votre start-up, commencez les conversations. On s'entend qu'ils vont vouloir décaisser, mais avec le temps, trouver un bon fit. Puis une fois qu'ils vont vouloir acter, puis attendez-vous aussi, là, comme si vous n'avez pas des revenus récurrents entre 1 et 3 millions dans le B2B, allez pas les voir. Si vous êtes fait en B2C, vous êtes en trop early, c'est cool qu'ils vous connaissent, mais ils vont pas vouloir investir chez vous. Puis ça vaut toujours la peine, puis je le dis, là, je suis pas l'expert là, en levée de fonds. Il y a des très bonnes ressources pour le faire. Mais c'est toujours bon d'ouvrir une conversation avec des financiers, des investisseurs. C'est vraiment pour le tenter le terrain, voir l'intérêt, comprendre. Mais si vous n'êtes pas le fit, OK, cognez à leur porte, mais ça se peut très bien qu'ils vous disent, regarde, on vient me voir plus tard. Mais comme, n'hésitez pas, les gens sont vraiment là pour vous éclairer. Ils sont pas là pour juste vous fermer la porte d'en face. On a un écosystème qui essaie d'être le plus utile. Puis même Boreal Ventures, ce qu'ils veulent, c'est investir dans les entreprises québécoises. Fait qu'ils n'ont pas intérêt à ne pas les connaître. Donc voilà. Boreal Ventures, belle nouvelle. Parlant de financement, du côté de Québec, un peu encore dans l'eau. On en parle depuis le début de l'épisode aujourd'hui, mais c'est le carrefour de l'eau. 2,8 millions annoncés par financement du gouvernement du Québec, donc le MIE. Pour le carrefour de l'eau, ça c'est le port de l'expertise qui a été développé notamment par 2 degrés en compagnie avec l'INRS, H2O Innovation. Puis vraiment, l'objectif avec ce financement-là, c'est d'amener Québec et la ville de Québec à être un pôle d'expertise et le chef de file mondial en innovation en gestion durable de l'eau. Donc, ambitieux, mais je pense que vous pouvez le faire. Vous avez des très belles compétences et vous connaissez aussi le CIO à Laval, hein? N'oubliez pas, ils peuvent être des bons partenaires là-dedans. Toujours une bonne façon de pouvoir plugger Laval dans cet épisode. Troisième nouvelle, c'était dans le portfolio reprenariat de la presse cette semaine. Si vous ne l'avez pas lu, il y a plein de nouvelles différentes sur le reprenariat. Puis on s'entend que le reprenariat, ça reste un sujet régulièrement d'actualité parce que la tendance est à cette direction. Il y a de plus en plus d'entreprises qui veulent être cédées, d'entreprises qui seront sur le marché. Donc la tendance va être nécessairement aussi à la reprise d'entreprises. Et dans le cadre également, en vue du sommet du reprenariat organisé par Reprenariat Québec le 31 mars, il y a une nouvelle par rapport à ça. C'est le club M&A, Merger and Acquisition, qui crée une initiative d'un programme entrepreneuriat par acquisition en partenariat avec le centre d'Obsen de l'Université McGill. Il offre une formation pour les gens qui veulent faire une acquisition d'une PME. Donc, c'est vraiment être capable de pouvoir les aider. Donc, aider des étudiants, des entrepreneurs qui décident de vouloir être entrepreneurs ou même n'importe quelle personne qui ont dirigé des entreprises, qui ont été dans un C-suite d'entreprise, puis qui veulent commencer à avoir une expérience. Ben voilà, un beau programme pour vous du côté de McGill. Suivez ça. C'était dans la presse. Dernière nouvelle, mais je trouvais ça intéressant de vous en parler parce que moi, j'aime ça, regarder aussi ce qui se passe à l'extérieur du Québec, du Canada, malgré tout, du Québec minimalement. Et du côté de Toronto, dans 60 jours ou un peu plus de 60 jours, il va y avoir Toronto Tech Week en mai. Moi, j'irai pas parce que je vais être à Interface. It is what it is. Mais il y a une excellente programmation à Toronto. Et ce qui est cool, c'est qu'on est à 60 jours, comme je l'ai dit. Il y a déjà énormément d'événements. Moi, je trouve ça malade parce que pendant plusieurs années, Collision a eu lieu. C'était comme le gros happening à Toronto. Quand Collision est parti, Toronto se sont dit, c'est pas vrai qu'il n'y aura plus rien qui se passe à Toronto. Puis il y a des gens qui ont décidé de façon grassroots, c'est-à-dire on organise une semaine décentralisée. Tous ceux qui veulent faire des événements, concentrez-vous à faire des événements pendant cette semaine-là. Fait que comme ça, les gens vont venir à Toronto, ils vont trouver leur compte, ça va être malade. Puis honnêtement, bravo. Je souhaite fortement que ce qui se passe du côté de Montréal avec Elantech le fasse de façon plus récurrente.
de façon décentralisée et surtout qui se prennent d'avance pour organiser ça. Ça serait vraiment cool que ça se passe de la même façon à Montréal. Mais Toronto Tech Week, regardez ça de ce côté-là si ça vous intéresse. Et pour terminer, il faut faire un prélude sur le budget. Ma 5e nouvelle de la semaine, c'est l'annonce d'une nouvelle zone d'innovation. Et oui, ceux qui me suivent sur LinkedIn ont peut-être vu passer dans le passé que j'ai dit que c'était terminé. Après la 4e zone annoncée avec Aéro Montréal, donc la zone en aéronautique, dans ma tête, il avait mis le lock sur les zones d'innovation. Il n'y en avait plus d'en avoir. Parce que pour vrai, c'est quand même tough comme modèle. Il y avait plein d'initiatives. J'ai travaillé avec la zone bleue, notamment du côté du Bas-Saint-Laurent pour essayer de développer l'innovation maritime. Peut-être vous avez entendu parler de la Zimmer à Sept-Îles, la zone aluminium à Saguenay. Il y a une zone en bio, sciences de la vie qui aurait pu être développé à Québec, à Montréal, il y a même à Gatineau qui ont fait. Bref, quand c'est le temps des zones d'innovation, tout le monde voulait s'en créer une. Finalement, il y en a eu 4 qui ont été créées. Et voilà, maintenant qu'une 5e va venir le jour, donc la zone d'innovation minière, qui va concentrer l'expertise québécoise à Rouyn-Noranda, peut-être même ailleurs. J'imagine qu'il va y avoir un partenaire. Idéalement, c'est toujours avec un partenaire financier privé. Donc, à voir, mais c'est inscrit au budget. Il va y avoir du financement qui va être déployé dans ce secteur-là. Je trouve ça très bon. Puis, il y a 2 axes de développement, donc la mine autonome, la mine durable. Donc, si vous travaillez dans des innovations dans ce secteur-là, regardez ce qui se passe du côté de l'Abitibi. Ça fait longtemps que vous en entendez parler, mais là, voilà, c'est décidé, ça y va. Puis, c'est drôle parce que dans le budget aussi, ils ont parlé d'un autre élément. Après les zones, les centres, parce qu'il y a des centres d'innovation également, comme à Saint-Hyacinthe, Technopole, qui est un centre d'innovation agriculture, mais maintenant aussi des districts d'innovation en construction innovante à Nouvelle-Beauce. Bref, un article dans les affaires qui couvre un peu tout ça, fait que si vous n'avez pas eu le temps de lire le budget ou que ça ne vous tente pas, bien regardez l'article des affaires. Mais voilà, par contre, je passe du côté du commentaire maintenant. Et je vais faire un commentaire relativement court. Mon but, c'est pas de vous expliquer tout le budget en détail, mais je trouvais ça pertinent de vous revenir sur l'exercice de faire un budget au Québec. Les geeks de politique comme moi, ce qui aiment du budget, et même la journée en soi, là, c'est toujours assez très extasique comme journée. Premièrement, le concept d'un huis clos, si vous connaissez, j'avais jamais entendu parler de ça, c'est que quand le budget est déposé, puis il est déposé toujours à 4 heures, c'est-à-dire qu'il faut que les marchés financiers soient fermés pour pas qu'il y ait des influences sur le cours boursier. C'est juste une logique régulière qui est faite. Fait que le budget est toujours déposé une fois que la bourse est fermée. Mais entre-temps, entre 10h et 4h, toutes les personnes qui veulent consulter le budget en avance peuvent faire une demande au Conseil des ministres ou en fait au ministère des Finances. Il y a des groupes socio-économiques, des agences comme moi, mettons, je me considère comme une agence de relations publiques, mais également les médias, les groupes d'opposition, ils ont tous accès au budget en avance. Ils peuvent regarder ce qu'il y a dedans, préparer leur ligne de presse, consulter, etc., envoyer ça à les clients éventuellement. Mais c'est dans une salle fermée, pas d'Internet, pas de téléphone, rien. Puis, du côté des groupes socio-économiques, on a à peu près comme peut-être 300-400 à consulter le budget en même temps. Toutes des gens qui peuvent pas sortir, qui peuvent pas prendre un appel, qui sont pas dérangés. Fait que moi, je trouve ça super cool comme événement parce que c'est vraiment un événement. Parce que c'est le meilleur moment d'aller rencontrer les gens qui sont là, de parler avec des gens que ça fait des fois hyper longtemps que tu n'as pas eu l'occasion de parler, puis pas être pris par « ben finalement, je vais aller là-bas, je vais aller faire autre chose, je suis pris par un appel ». Les gens sont là, ils n'ont pas le choix. Oui, ils travaillent sur des trucs, ils regardent le budget, on en parle, mais un budget aussi sobre comme justement ce qu'on a eu hier, ou en tout cas cette semaine, parce que j'enregistre le jeudi, donc c'est hier, c'est comme tu as le temps en masse de jaser. Mais tout ça pour dire que c'est un moment le plus important dans le cycle législatif. Il y a le discours qui vient avec ça, il y a toutes les conversations avec tous les ministres, puis c'est surtout là, c'est la fin d'un cycle. Le gouvernement, quand il fait son budget, c'est des prévisions financières. C'est du forecasting. C'est-à-dire qu'il regarde, OK, pour livrer les missions de l'État avec les ministères, les agences, toutes les organisations publiques que je détiens, combien d'argent je dois dépenser pour m'assurer que toutes les missions de l'État soient livrées. Et souvent, quand il y a des budgets, quand il y a des financements additionnels qui sont annoncés, les financements opérationnels ne seront pas annoncés. Ils vont être détaillés en détail avec les ministère par ministère, avec les allocations budgétaires pour payer tous les salaires, pour payer les transferts des organismes qui font faire les missions de l'État à l'extérieur de l'organisation ou du ministère.
Il va y avoir toutes les dépenses, les financements, etc. Ils vont être déterminés. Ceux qui ont été déjà déterminés, ils sont déjà allés dans le budget des charges, les investissements pour justement l'infrastructure, également c'est dans le plan québécois en infrastructure. Mais dans le budget, c'est les nouveaux financements. Les choses qui sont comme, OK, bien cette année, maintenant, on va dépenser pour ça. Comme vous, par exemple, si on le ramène sur un plan personnel, si vous faites un budget dans votre foyer, mais vous allez dire, ben cette année, je rentre 100 000 $ de revenus, juste pour donner une base. Puis ça me coûte 30 000 d'hypothèque, ça me coûte 20 000 d'auto, whatever. Tu sais, je suis bancal là, dans mes explications, là, mais peu importe. L'objectif, c'est de se dire, OK, ben là, il me reste combien? Puis qu'est-ce que je fais avec ça? Ah, ben nouvelle dépense, on va commencer à acheter un chalet, on va acheter un bateau, on va rénover la cour. Ça, c'est une nouvelle dépense. Fait que tu as un budget qui est déjà alloué, ton hypothèque, puis là, tu as des nouveaux, de l'argent disponible. Qu'est-ce que je fais avec cet argent-là? Bien, c'est ça l'exercice budgétaire. Mais quand on entend « Oh, 100 millions pour telle affaire », c'est que le gouvernement évalue que dans ces entrées d'argent, il y a des revenus excédentaires, puis que pour bien faire les choses, puis répondre à certaines demandes, besoins qui arrivent au cours de l'année et qui sont déposés par des organismes qui font des dépôts, des mémoires prébudgétaires, des conversations, puis même des conversations intérieures des ministères pour allouer le budget. Puis après ça, on arrive en disant « Parfait, bien, on voit qu'il y a des besoins, par exemple, en logement, fait qu'on va rajouter de l'argent dans le logement. » Bien entendu, cette année, il n'y en a pas eu assez par les groupes qui en parlent. Mais c'est ça. Fait que l'exercice budgétaire, c'est la prévision financière, c'est l'objectif de dire, voici dans la prochaine année, qu'est-ce qu'on doit déposer, les crédits budgétaires alloués pour les ministères, qu'on espère qu'ils vont dépenser entièrement pour livrer les missions de l'État. Et c'est basé sur, bien sûr, des indicateurs potentiels, comme par exemple la croissance du PIB. Cette année, le gouvernement a annoncé que la croissance allait être de 1,1 % et de 1,4 % en 2027. Personnellement, permettez-moi d'en douter avec l'incertitude qui s'en vient. On voit que le taux d'emploi, le taux de chômage augmente. Bien entendu, il y a peut-être des améliorations en productivité, quoique ce n'est pas tout à fait le cas. Puis après ça, on va utiliser d'autres prévisions également. Est-ce que le poids de la dette par rapport au PIB va descendre, ce qui va faire un incitatif pour, par exemple, avoir une meilleure cotation auprès des agences de cotation boursière qui va nous faire en sorte qu'on va avoir un prêt qui va être moins onéreux à chaque année. Bref, dans le cadre du budget de cette année, ce qu'on constate, puis ce que les analystes aussi constatent, c'est que on a l'impression que ça a été sobre pour 3 raisons. 1, parce qu'il y a une course à la chefferie actuellement au parti qui est au pouvoir. Donc, on veut laisser la possibilité à la nouvelle personne qui va être le premier ministre le temps de quelques mois avant la prochaine élection de pouvoir faire des annonces, même il y a du financement qui est alloué, qui n'a pas été déterminé. Fait que de pouvoir faire des annonces et déterminer des budgets, mais également aussi orienter plus la mission de l'État. Première des choses. Deuxième des choses, on est en fin de cycle de 8 ans d'un gouvernement qui sait qu'il ne sera pas réélu. Fait qu'ils n'ont pas voulu nécessairement comme donner trop de jus, donner trop de bonbons, comme on l'a expliqué plusieurs fois dans certaines analyses. Fait que ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, ben aussi, ils n'ont pas voulu comme créer de nouvelles initiatives, considérant qu'ils ne seront peut-être pas réélus, puis qu'ils ne vont pas vouloir, comme il l'a très bien expliqué, Éric Girard, mettre dans l'embarras des nouveaux partis qui seront pris avec des dépenses qui ne seront pas exactement par eux. C'est quand même relativement légitime de faire ça. C'est comme se dire, moi, je vais vendre ma maison, je vais faire les travaux, mais je vais expliquer les travaux à faire, mais je ne vais pas me commettre à les faire parce que ça n'améliorera pas substantivement, finalement, la qualité de la maison. Pas car, encore une fois, comme analogie, mais par contre, c'est le principe. Puis je ne veux pas aller en détail parce que, comme je vous l'ai dit, il y a plein d'analystes qui l'ont fait. Mais au niveau économique, principalement, ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a 3 éléments intéressants. C'est que si vous travaillez dans le secteur, par exemple, du quantique, de la photonique, de l'IA, il y a certains financements qui sont déterminés. C'est des secteurs clairement qui sont porteurs d'avenir, comme le détermine le gouvernement. Fait que là, il y a peut-être un intérêt. Mais aussi, si vous travaillez dans le secteur du tourisme, de l'agroalimentaire, on voit qu'il y a une volonté de travailler un petit peu plus dans certaines régions, à mettre ça de l'avant. C'est pas nécessairement des startups, mais ça peut être intéressant. Ou dans le bioalimentaire. Puis, une des choses qu'ils ont voulu un peu mettre pour le secteur économique, c'est de se dire, voici toutes les conditions gagnantes. Si vous faites de l'investissement, le gouvernement du Québec va vous aider. Fait que des crédits d'impôt, des avantages fiscaux, des congés fiscaux pour certains investissements. Fait que ce qu'ils veulent, c'est, là, on a envie que le privé embarque selon les orientations du gouvernement, mais on ne va pas rajouter de l'argent. On ne va pas vous en donner plus. On va vous en donner uniquement si vous embarquez dans ce qu'on veut que vous embarquiez dedans.
notamment dans le secteur des matériaux critiques, des minerais critiques. Fait que voilà. Bien entendu, j'aurais très bien pu faire une analyse plus extensive. Je pense pas que c'est le propos aujourd'hui. Il y a plein d'analystes, comme je vous l'ai dit, qui l'ont fait. Donc, mais je voulais vous le dire. Qu'est-ce que c'est qu'un exercice budgétaire? Pourquoi c'est si important? Et pourquoi des gens comme moi ont tellement de fun à aller là-bas? C'est pour le réseautage. C'est pour continuer la conversation avec des contacts. Être capable de serrer des mains avec des ministres, parce que c'est ce que j'ai fait, entre autres. Mais également, faire l'exercice quand même important d'un exercice législatif, de regarder la politique publique et de déterminer, voir si c'est bon ou si c'est pas bon. Et toutes les réactions, puis le cycle médiatique qui vient avec ça. Voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce 11e épisode. Et comme d'habitude, on se revoit la semaine prochaine. Bye!